T'as vu les rapaces qui tournent autour là? Et ambiance bizarre ici. Hein. On appelle cette île Gunkanjima, ça veut dire l'île navire de guerre, on l'appelle aussi l'île silencieuse. Ah, ça c'est gigantesque. Là les appartements, il y avait tout ce qu'il fallait ici. Les tatamis, regarde. On arrive. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont trouvé du charbon à la fin du 19e. Ils ont construit des immeubles. Et dans les années 60, il y a 6000 personnes qui habitaient sur l'île. C'était à l'époque la plus grosse densité de population au monde. 72 là. Ah ouais. Une année avant que les gens partent. L'île a été complètement abandonnée. En quelques mois, elle s'est vidée parce qu'ils ont décidé d'arrêter l'exploitation de charbon sur l'île. Ça devait être quelque chose d'habiter là. Hein. Bon, alors bienvenue au Japon hein, pour une exploration de l'habitat de l'archipel. Une exploration en grand écart entre le passé, l'éternel présent et puis les maisons du futur. Ça commence fort. Hein. On m'avait dit, au Japon, il faut commencer zen. Alors j'ai choisi de commencer par un onsen. Ici, c'est un des plus vieux onsen du Japon. Les onsen, c'est les sources d'eau chaude, sources thermales. C'est une maison qui a 150 ans, époque Meiji. C'est une architecture typique avec les fenêtres en arc de cercle. Totalement construit en faux cyprès du Japon. On appelle ça le Kinoki. Un bâtiment magnifique. Bon, le Japon, c'est 130 millions d'habitants sur un archipel très montagneux, mine de rien. Les Japonais, ils sont assis sur les volcans. Un quart des tremblements de terre enregistrés dans le monde, c'est ici. Bon, ça met la pression, en quelques secondes, votre maison peut disparaître. Il y a des villes qui ont été complètement rasées, bombardées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu tout reconstruire. J'ai parfois l'impression qu'ici, on construit les maisons où on peut et comme on veut. Mais à voir. C'est mon premier voyage au Japon. J'ai débarqué avec des tonnes d'images. Je m'en doutais un peu, mais là, c'est vraiment la claque. Au Japon, la surprise est à chaque coin de rue. Parti de l'île abandonnée de Gunkanjima, je commence mon exploration des maisons japonaises au sud de l'archipel, dans l'île de Kyushu. On est au centre de la ville d'Oita. C'est un quartier qui paraît tout à fait classique, mais comment on sonne? Bonjour. C'est une maison pour un couple et un chien. Un couple de retraités, plus exactement. Bonjour. Bonjour. Monsieur est un ancien policier, madame était infirmière. L'architecte Su Fujimoto leur a fait une maison sur mesure. Elle est incroyable, votre maison, là.
Le soleil se lève de ce côté-ci de la maison. Et ensuite, tout au long de la journée, la lumière change petit à petit. C'est un vrai spectacle. C'est curieux, moi, mais elle est extraordinaire cette maison. Alors j'ai envie de voir. Ah, c'est un jardin intérieur en fait. Le matin, je viens prendre mon café ici, sur cette petite table. Ouais. Je suis dans un bain de soleil. C'est vraiment très agréable. Ouais. Quand moi j'ai vu les photos de votre maison, je pensais que c'était un jeune couple japonais qui vivait à l'intérieur. Tout le monde nous dit ça. Vous savez, tout le monde est surpris de voir qu'on ait cet âge. Vous êtes très jeune, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire, vous êtes très jeune. Souvent, les gens sont intrigués quand ils nous voient dans cette maison. Mais en fin de compte, ils admirent ce que nous avons fait. On visite l'intérieur d'abord ou... Ouais. Au Japon, même les classes moyennes font appel aux architectes pour construire leurs maisons, parfois vraiment expérimentales. C'est dedans, t'es dehors, et ça y est, ils ont complètement cassé le cloisonnement, l'idée de la boîte classique, quoi. C'est une sensation géniale ici. Hein. On nous voit beaucoup moins que ce qu'on pense. Et quand on se tient ici, on sent pourtant la présence des gens à l'extérieur, sans pour cela se sentir enfermé. C'est agréable. Ça fait trois couches, quoi, 3 volumes, 3 boîtes, l'une dans l'autre. Oui, c'est ça, ça fait 3 modules emboîtés les uns dans les autres. Vous voyez là-bas le nid d'oiseau. Au sommet de l'arbre, il y a un nid. En ce moment, il y a les oisillons qui attendent la béquée. Je les vois bien quand je prends le petit déjeuner ici. Ouais, je le vois. Ouais. On se sent bien dans votre maison. Alors, je regarde, moi, ça c'est votre chambre là? Je peux regarder? C'est tout ouvert. Oh, t'as les arbres. Oh là là, c'est très très beau. Hein. Très très beau. T'es au centre-ville là et voilà, t'as l'impression de dormir dans la forêt. Quand c'est avec les feuilles là, ça doit être extraordinaire. Oui, c'est très beau. En ce moment, avec le printemps, les feuilles grossissent de jour en jour. Regardez ces petits bourgeons. Je les observe le matin quand je me lève. C'est très agréable. En habitant dans cette maison, on sent qu'on fait partie de l'univers, si j'ose dire. Le fait de voir le ciel nous apaise. Et comment on fait pour laver les vitres là? Comment vous lavez? C'est vous qui faites le ménage là-haut? C'est pas possible. C'est vous qui faites le ménage? C'est moi, oui. C'est vrai? Oui. Incroyable ça, je vais aller voir ça. En fait, c'est le jardin extérieur qui fait tout le tour de la maison. Allez-y, allez-y. Incroyable, incroyable. Vous avez beaucoup de chance, hein. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une maison comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Arigato. C'est vous ça? Oui, c'est moi. Un vrai bonheur cette maison. Je resterai bien un peu feuilleter les albums photos de Harumi. Mais j'ai encore beaucoup de merveilles à découvrir. J'ai entendu parler par exemple d'une chaumière, une chambre d'hôte incroyable, perdue au fin fond des montagnes japonaises. Quand
je dis au fin fond des montagnes, c'est vraiment au fin fond des montagnes. 1 heure de ferry pour arriver sur l'île, puis 6 heures de route, sur des chemins qui se resserrent de plus en plus. Bon, on est sur l'île de Shikoku. C'est une île qui est restée très à l'écart dans le Japon. Là, c'est un endroit vraiment historiquement un des plus pauvres du Japon. Ah, on est dans l'autre sens. On est en train de se faire... Là, c'est le haut-parleur parce que je prends le pont dans le mauvais sens. On refait ça, on revient. Ah, ok. C'est bien, t'es fou là? Ah ouais, c'est bon, hein. C'est beau, hein. Je vais voir une chaumière extraordinaire. À 1000 mètres d'altitude, au milieu des bambous et des cyprès, Shiori, la maison de la flûte. C'est Alex Kerr, un écrivain d'origine américaine, qui a eu le coup de foudre pour cette ancienne ferme dans les années 70. Il a réhabilité cette maison pour en faire une chambre d'hôte, et c'est Paul Cato qui s'occupe maintenant de la maison. C'est incroyable la longueur de cette poutre. C'était un très grand arbre. C'était un bel arbre. Ça vient depuis la cuisine et ça traverse toute la pièce. Ce qui est intéressant, c'est la charpente qui est typique du Japon. C'est-à-dire que pour limiter la portée des poutres, il y a un système de poteaux. Parce qu'au Japon, on commence par construire les maisons en faisant un toit. Et on fait des poteaux, un toit, et ensuite, ça permet de ne pas avoir de mur et donc d'avoir ces cloisons mobiles, de laisser rentrer la lumière, de faire des parties modulables. On a un poteau ici, et donc 2 poutres dans ce sens-là, et ça coupe la portée de la 3e au-dessus. Ça permet d'avoir un grand espace dégagé. Qu'est-ce que c'est comme bois? C'est du sugi? Oui, c'est du cèdre, du sugi. Le plancher, c'est du pin, wakamatsu en japonais. Un bois plutôt rare. Avant, il y avait des cloisons ici. Oui, des shoji, ces fameuses cloisons mobiles. C'est vraiment modulable. Vous pouvez faire une infinité de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Une petite chambre, tranquille, avec un peu de bazar. Les anciens pouvaient avoir la chambre ici ou là. Ils pouvaient avoir plusieurs pièces, c'est vraiment flexible. C'est bien, hein, ces chambres-là. Ça dégage un grand espace central et après tu dors où tu veux. L'espace central reste vide, il n'y a pas de meubles. Quel âge a cette maison, vous pensez? Elle a probablement été construite autour des années 1720. Yeah, 1720, ouais, c'est la période Edo, donc c'est quand même des vieilles, très très vieilles maisons. Voilà la meilleure position pour vraiment sentir la maison. Les maisons japonaises, elles sont dessinées pour ce regard sur le paysage. On est toujours assis comme ça, donc quand on marche en hauteur, on perd tout. Là, on a la vue sur le paysage. Quand on regarde, il y a la même distance entre les poutres et le paysage. Ça donne une sorte de symétrie, je trouve. On se trouve à mi-hauteur des cloisons mobiles, des shogi. Donc là, il y a la grande pièce et à côté, la partie cuisine. Avec les cloisons. Shogi, hein. C'est le shogi, ça. That's right. Shogi. Ah, c'est déco ici. Hein. Le toit en chaume, c'est une herbe locale? Oui, c'est du chaume. Vous voyez, c'est la plante qui pousse là-bas, cette sorte de paille. En japonais, on l'appelle tsusuki quand elle pousse. À l'automne, on coupe cette herbe et elle sèche pendant l'hiver. Au printemps, les gens se rassemblent pour réparer les toitures.
Chaque printemps, vous savez que les gens du village vont venir vous aider. C'est une forme d'entraide collective. Cette année, on va remplacer ce toit, l'année suivante un autre. Et personne ne se fait payer, parce qu'ils savent que ça change. Ouais, quand ça sera leur tour, ils auront du monde pour venir les aider. Vous avez besoin d'aide? Oui, apportons tout ça là-bas. L'altitude et le feu là obligent à un retour à la vie communautaire et multigénérationnelle parce qu'il fait froid. Toutes les maisons du secteur ont le même genre de feu à l'intérieur? Si vous n'avez pas de feu, alors la toiture devient humide. Oui, ça condense. Très vite, ce n'est pas sain. Et la fumée du feu, c'est marrant, éloigne les petits animaux. Oui, c'est une protection. Ça protège le toit contre les insectes, vraiment. C'est une sorte d'autorégulation de la maison, en fait. Si on fait du feu tous les jours, la toiture reste en bon état pour une soixantaine d'années. Il y a des arbres magnifiques là. Et je me demande si c'est pas ça qu'ils mettent sur le... C'est incroyable ça. C'est peut-être directement ça qu'ils mettent sur le toit des monastères. Bon, le savoir-faire de la construction en bois au Japon, ça date pas d'hier. Là, je viens voir à Kumano, un des plus vieux bâtiments en bois du monde. J'ai rendez-vous avec monsieur Asahi, à 77 ans, c'est le grand prêtre du sanctuaire Shinto de Kumano. Ah, il y a la déesse là. Je vais vous débarrasser des mauvais sorts. On est au cœur du sanctuaire shintoïste de Kumano. Sakura. C'est un cerisier pleureur. Regardez, la floraison est passée. Les feuilles sont déjà sorties. Cet arbre date de l'époque Muromachi, donc il y a à peu près 800 ans. Oh, les charpentes là, les poutres en Y là. Oh, ça c'est tout le sanctuaire là. Là-bas, il y a l'hôtel de la déesse Izanami. On voit bien les 5 hôtels alignés. Le dernier, c'est celui de la déesse Amaterasu. Amaterasu, ouais, c'est la déesse du soleil au Japon. La toiture est recouverte de morceaux d'écorce de cèdre du Japon. Ah oui, c'est ça, c'est l'inoki, c'est du faux cyprès du Japon. Inoki, mais c'est du bardage en inoki, mais c'est... On les fixe un par un. Cloué. C'est l'épaisseur, c'est... Ah. On peut voir plus près là, le travail sur le bardage. C'est magnifique. Je peux regarder? Bon, on va pas rentrer dans le sanctuaire Shinto évidemment, mais là je veux voir le bardage parce que là... 30 ou 40 cm, en plus avec les formes rondes comme ça. Et pourquoi ça a des formes rondes? Pourquoi le bord du toit relève? Dans un sanctuaire, les lignes ne sont pas droites. Elles sont plutôt fluides.
C'est pour donner une impression de douceur. Si vous voulez, je vous fais visiter l'intérieur. Ah oui, je vois bien, ouais. Venez, venez. Là, on a une chance incroyable, c'est qu'on fait à l'intérieur du sanctuaire. Derrière cette palissade de bois rose, la partie la plus sacrée du sanctuaire. Elle est réservée normalement aux officiels et aux chefs religieux du shintoïsme. Voilà. C'est l'apothéose de l'architecture shintoïsme. Voilà, ça c'est incroyable ça. Personne ne fait ça au monde, c'est les seuls. Ici, nous sommes dans la partie la plus ancienne du sanctuaire. Rien n'a changé depuis l'époque Muromachi, il y a 800 ans. Vous savez, c'est la première fois que je fais rentrer un étranger ici. Entre le Japon et la France, c'est une longue histoire. Et il y a un autre étranger qui est venu ici avant moi, c'est André Malraux. Et vous, Malraux, quand il est venu ici, là, vous l'avez rencontré, vous, Malraux? Oui, je me souviens bien d'André Malraux. Il portait son imperméable. Immobile sous la pluie, il contemplait la cascade. Bon, là on est à Kyoto, 1,5 million d'habitants. C'est un des cœurs historiques et culturels de l'archipel, c'est l'ancienne capitale du Japon. Et on surnomme Kyoto la ville aux 1000 temples. Oui, ça c'est de la pub quand même, hein. Il faut savoir que c'est très beau, c'est très esthétique, mais c'est de la promo, c'est les sponsors qui donnent de l'argent pour le shintoïsme. Il y a des noms de banques, il y a des noms d'entreprises, des particuliers aussi. C'est vrai que c'est beau, hein. Ça donne un effet, quoi. J'ai rendez-vous dans la maison de Monsieur Ayakawa. C'est une des plus grandes fortunes du pays. Il habite le quartier le plus préservé et le plus authentique de Kyoto. Et tous les matins, vous venez ici? Oui, j'adore ce paysage. C'est beau toute cette mousse là. Merci de nous accueillir dans votre maison. Aucun meuble, c'est tout vide. Cette pièce a été conçue pour admirer la forêt de bambou. La forêt appartient au sanctuaire de la famille impériale, construit il y a 1200 ans. En règle générale, l'architecture japonaise réunit l'extérieur et l'intérieur. Tout est ouvert. Le jardin fait partie de l'architecture et vice-versa. Oh, en une pièce. Ah ouais. Et voilà. J'adore ça, j'adore ça. Ah, c'est beau, hein.
C'est quoi cette matière? On dirait c'est de la terre, non? C'est un mélange de pâte. C'est un mur de terre. Tous les murs de la maison sont en terre. De la terre mélangée avec de la paille. C'est un vase japonais très vieux. Ouais. Il a 1200 ans. Zen, partout. Hein. Oh là là. Oh la baignoire, tout en bois massif. Au premier étage, il y a les chambres. Enfin, le salon principal, disons. Et vous dormez où alors? Vous dormez sur des tatamis aussi? Sur des futons? Futons. Oui, on dort sur des futons dans cette pièce. Les tatamis sont d'origine. Ils ont 90 ans. 90 ans. Ceux-là, là? Ils sont intacts, 90 ans. On m'a dit que la taille des pièces était déterminée par les tatamis. Oui. Il y a différentes combinaisons. Dans cette pièce, par exemple, il y a 10 tatamis. D'accord. Il y en a 3 puis 7 autour. Et du coup, c'est ce qui détermine la taille de la pièce en elle-même. Ça, c'est de la déco. Il y a peu de choses, mais t'as quand même cette impression d'espace, d'ouverture et tout. Et quelques objets très très beaux. C'est ça l'idée. C'est zen. C'est vide, tu as l'esprit reposé et de temps en temps tu te concentres sur un objet magnifique, quoi. Et c'est une règle de décoration qui est dure à tenir. On a tendance à empiler plein de choses dans nos maisons. On a des étagères partout, on a des bouquins. Là, il n'y a pas un livre. Ce monsieur, je suis sûr qu'il en a plein. Ils sont rangés dans les placards. C'est quelqu'un de très cultivé et tout. Il n'y a rien. Là, c'est la règle, c'est abouti, quoi. Zen house. Global. Harmony. C'est une vision globale, l'harmonie. Hein? On appelle ça la loi. Harmony. Cette partie de la pièce est la plus importante de toute la maison. Les cloisons coulissantes sont conçues pour jouer avec la lumière et l'ombre. Restez ici et vous verrez que tout va changer petit à petit. Alors, shoji, c'est la transparence. C'est-à-dire que ça laisse rentrer de la lumière tout en coupant la vision de l'extérieur. Et ça fait rentrer une lumière tamisée dans la pièce. C'est cette lumière-là qui met en valeur les objets d'art, les brillances. Et c'est lié à tout le travail sur la laque, la dorure. C'est agréable, c'est reposant, c'est zen. Ça, c'est zen. Ça, c'est zen. Arigato. Chez Yakoué, il est un peu speed parce qu'il attend plein d'invités là. Il est en train d'organiser un repas absolument incroyable. Dont le prix varie à peu près entre 7 et 10 000 euros par personne. Et où il sert une cuisine qui date de l'époque de l'empereur, il y a 400 ans. Et c'est aujourd'hui, et il nous a invités à ce repas. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai un peu la pression là. Monsieur Hayakawa est passionné de cuisine historique. On réserve plus d'1 an à l'avance pour manger chez lui, comme on mangeait au temps des empereurs. Certains convives sacrifient plus d'1 mois de salaire. Interdiction bien sûr d'assister à la préparation des plats. On m'invite à partager les entrées, à condition que je me tienne un peu à l'écart. Kanpai.
Qu'est-ce que c'est que ça? Arigato. C'est très raffiné, comme tout dans cette maison. C'est marrant parce que là on mange dans la chambre quand même, c'est étonnant, c'est vraiment le concept de la modularité. Une fois que tu as rangé les futons, la pièce devient pièce à vivre et tu manges dans la chambre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est Takanoko, ouais, le bambou. Ces bambous, on va le récupérer dans la forêt à côté, là, la forêt de bambou, puis on le cuisine. J'adore le bambou, moi. Mais ça sert aussi à fabriquer la maison. Une partie des chevrons de la toiture, là, c'est en bambou. Après 2 heures de mise en bouche, c'est l'heure tant attendue des sushis. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh là là! Fantastique! Fantastique! Thank you. Il assure, M. Hayakawa. C'est la culture japonaise traditionnelle. Il tient ça de main ferme. Que ce soit dans l'habitat ou la cuisine, c'est impressionnant. C'est l'heure pour moi de quitter les tatamis. Dommage, à venir après les sushis, des plats incroyables, comme le célèbre bœuf de Omi, élevé à la musique classique et massé à la bière pour faire pénétrer la graisse à l'intérieur du muscle. Moi, je file sous d'autres cieux, les papilles encore excités par ce cadeau gastronomique. Bon bah ça y est, je suis dans la plus grande agglomération du monde. 37 millions d'habitants quand même si on compte la ville ininterrompue qu'il y a tout autour de la baie de Tokyo. À Tokyo, il n'y a pas de centre. Le centre, c'est le palais de l'empereur, c'est une zone interdite. Et tout autour, un urbanisme anarchique, chaotique, un peu en vrac, avec des maisons qui sont très différentes les unes des autres. Dans le quartier Futagayaku, un quartier mixte avec des gens qui ont de l'argent, des artistes. C'est un quartier où la population est très mélangée. Il n'y a pas beaucoup de place, il y a des toutes petites maisons et il y a plein de gens qui habitent ensemble dans des sortes de condominiums, des immeubles collectifs. Ici, les maisons, elles sont entassées les unes sur les autres parce que le prix du terrain est très cher. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le barbecue? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est les poubelles. Elles sont clean leurs poubelles. Ah ouais. C'est du costaud. Hein. Même les poubelles sont clean ici. Oh, c'est sympa. Là. Et en effet, les coules, pas de problème. En bas, il y a des bureaux, et au premier étage, il y a des appartements.
Ça s'arrange juste. Ça va vite les chantiers au Japon. Vous savez, on aura monté le toit d'ici 2 semaines. Il faut venir chez moi construire ma maison, hein, parce que moi ça avance moins vite. Ok. Arigato, arigato. Ah, ça bosse là. Chantier partout, hein. Ça construit vite ici, très très vite. C'est un labyrinthe de rue là. Hein. À Tokyo, je suis venu voir de l'ultra contemporain, du moderne, du high-tech. Ici, il y a des maisons vraiment délirantes. Par exemple, il y a eu la maison science-fiction. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? La maison en verre. Ah là, c'est radical comme concept. Hein. C'est tout ouvert ici, c'est super ce pays. Ah, ils sont pas inquiets hein, quand même. La maison en béton. Il est beau leur béton. Ça fait partie du terrain et ils ont laissé cet endroit pour que les fleurs de cerisier tombent par terre et que ça soit beau avec le béton. Voilà. Je vois que ça. Je vais de surprise en surprise. Et contrairement à ce qu'on m'avait dit, à Tokyo, on peut rentrer aussi par hasard dans les maisons. Coucou. Elle est bien leur maison. Vous avez une belle maison, hein. Vous nous faites visiter? Comment on rentre chez vous? Allez, venez. Faites le tour par là-bas. Ok. Arigato gozaimasu. J'arrive. Je suis là. Hello. On vient de France, là, je suis français. Alors j'explore les maisons du monde entier, je viens vous voir. La vôtre, je la trouve. Ah oui, les designs. Oh, vous avez une belle maison, ouais, c'est super. On vient de France, ouais. Vous étiez sur la terrasse quand on vous a vu. Je peux aller voir tout de suite, moi. Je peux aller voir sur la terrasse? Allez-y. Merci. Hein? Oui. Eh oui, ils étaient là, tu vois. C'est vraiment agréable. Là-bas, alors qu'est-ce que ça donne là-bas? Malgré les apparences, le code de la construction japonais a des règles très strictes. Par exemple, on est censé ne pas faire de l'ombre à son voisin. En exploitant au maximum la surface au sol, l'architecte Junichi Sanpei a donc fait cette maison toute biscornue, avec de multiples ouvertures pour laisser rentrer la lumière. Ah bah ça y est, ils se sont mis à monter là. Monsieur, il est fan. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah, il y a une belle vision sur l'extérieur. Ah, c'est pas très grand, mais t'as un volume et une ouverture sur l'extérieur. La surface totale de notre appartement fait à peu près 80 mètres carrés. Nous habitons en haut et on loue les 3 appartements du bas. Apartments, d'accord. Il y a des rangements intégrés là, c'est quoi? D'accord. Ah oui. Ouais, secret. Ah oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'ici c'est. Ça c'est ça. Ah bah si, voilà, là on ouvre les placards chez les Japonais. Oh là, je reviens. Ok, d'accord. Sorry. Toilette. Blanc. Tout blanc. White. Et la salle de bain. C'est bien, hein, belle maison. La porte rentre dans le mur comme ça. D'accord.
Et là, il y a la machine à laver. Ah oui, t'as la porte qui s'ouvre derrière le placard. Avec la machine à laver, c'est bien pensé. Hein. Les rangements, hop. Ce que je préfère dans cette maison, c'est qu'on voit le ciel. Et ça donne une impression de liberté. Ce que j'aime bien, c'est que tu es ici, tu as la lumière et t'as pas de vis-à-vis alors qu'on est au milieu des immeubles. Les ouvertures sont bien faites pour la vision des voisins sur la maison. Oui, c'est très lumineux. Le soleil éclaire presque toute la pièce. L'architecte a conçu la maison pour que, où qu'on se trouve, on puisse voir le soleil. Bientôt, un immeuble de 14 étages va être construit à côté. Mais comme notre toit est en biais, je pense qu'on pourra toujours voir le ciel. À Tokyo, on manque de place. C'est la plus grande densité de population au monde, la plus forte densité de population au monde, près de 6000 habitants au kilomètre carré. Pas facile de loger tout le monde au centre-ville. Alors il y a deux options, soit on s'agrandit sur la mer, c'est ce que font les Japonais depuis les années 50, en compactant les ordures pour en faire des îles artificielles. Arigato. L'autre option, c'est de faire des tours très très hautes, de construire en hauteur des immeubles gigantesques. Il y a des projets de tours complètement futuristes. Par exemple, la X-Seed 4000, une tour qui ferait 4 km d'altitude, 800 étages, où on choisit son altitude en fonction du climat. Monsieur Obayashi, à qui j'ai pas encore dit bonjour. Lui, il a lancé le chantier d'une tour qui va faire 600 mètres d'altitude presque, c'est tellement elle monte haut. Good morning, bonjour, Monsieur Obayashi. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci et vous. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Oui, il fait vraiment très beau. Monsieur Obayashi est multimilliardaire, à la tête d'un des groupes de construction les plus puissants du pays. 9000 employés, 900 chantiers en ce moment dans le monde. Oh. C'est la première fois que je viens au Japon, oui. Ah oui. Yeah. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Oh là oui. C'est fabuleux. Ok. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. Les couleurs changent à chaque instant. Avec la lumière. Oui, c'est ça. C'est spectaculaire. C'est quoi ce matériau? De la céramique. Céramique? Oui, recouverte de platine. Ah oui, quand même. La vue est belle d'ici. Oh, yeah. Wow. Je pense qu'il y a des gens qui habitent celle-là. Ici, ce sont des ateliers.
c'est incroyable, c'est Tokyo, t'as vu là? La maison de tuiles en bois avec les tuiles vernissées traditionnelles. Et là, t'as un pur bijou dessiné par Tadao Ando, hyper contemporain avec matériaux de dingue. Alors vous êtes en train de construire une très très grande tour. Hein? Oui, tout à fait. Au moins 610 mètres, et peut-être plus. Et quelle est la technologie utilisée pour se protéger des tremblements de terre, par exemple? La structure intérieure est en béton et autour il y a une structure métallique. Quand nous avons un typhon ou un tremblement de terre, cela permet d'équilibrer la tour. L'idée vient du temple de Horuji à Kyoto. Ah oui, vraiment? Oui, c'est une ancienne structure. Oui, il y a ce qu'on appelle le Shinbashiya. C'est un poteau central en bois? Oui, c'est ça. Ça sera vraiment unique pour une structure de 600 mètres. Trust me. Est-ce que je peux vraiment vous faire confiance? Oui, bien sûr. Ok, allons-y. C'est du verre industriel utilisé pour les télescopes. Le télescope? Oui, c'est original. C'est une seule pièce de verre. Et ça, c'est de l'acier poli. Ce miroir, il est incroyable. Très minimal. Ah oui, c'est pas du... Ok, c'est pas du verre, c'est de l'acier poli. Ouais, smart Belle idée. C'est très impressionnant. C'est un labyrinthe. Oui, j'adore les brillances du béton. Quand on est près du béton, on voit bien la manière dont il est travaillé. C'est classe. Ça, c'est top. C'est pour purifier vos mains et votre bouche avant d'entrer dans le pavillon de thé. En faisant cela, cela veut dire que vous purifiez tout votre corps et ensuite vous pouvez rentrer dans le pavillon de thé. C'est un pavillon conçu pour 3 personnes. J'utilise cet espace pour de l'art vidéo. Pour finir la visite de cette maison d'exception, direction le sous-sol où M. Obayashi expose sa collection particulière d'art contemporain. C'est beau ça. Bonjour. Dis donc, là, on est au mandarin oriental. Ça dépote. C'est sublime. Ah ouais. C'est un 6 étoiles quand même. Welcome dans le spa le plus classe de la ville. Bonjour. Theron. T-H-E-R-O-N. Épuisant cette vie-là.
Tu te fais masser devant la plus grande ville du monde. J'espère que cette exploration de l'habitat japonais vous a plu. Voilà, je me suis occupé de vous, on s'occupe de moi maintenant. À la prochaine, ciao. Et restez zen.